Bon alors calmez-vous, récemment je suis tombé sur une vidéo YouTube publiée sur la chaîne Sénat dans laquelle Jean Covici répond à des questions posées par des sénateurs à propos du réchauffement climatique. L'entretien dure environ 1 heure, mais j'ai décidé d'en extraire quelques passages qui sont succulents. Car en effet, dans l'Assemblée, il y avait Yannick Jadot, sénateur et militant écologiste qui est contre le nucléaire. Ouais, en gros le gars il aimerait mieux manger mais il souhaite interdire les fruits et les légumes. Voilà, en gros, pour schématiser. Mais ce qui est inquiétant dans le passage que vous allez voir, c'est que Yannick Jadot commence à poser une question à Jean Covici et en gros sa question c'est « Tonton Janco, est-ce qu'on peut éviter de faire monter la température du globe de 2 degrés ? Et surtout, tonton Janco, est-ce que Total Energy est en osmose avec les accords de Paris qui ont été mis en place justement pour éviter d'arriver aux 2 degrés d'augmentation ?» Alors, j'ai pas mis la question dans le montage, car la question de Jadot est très longue et soporifique, à base de... alors, dans le contexte iconographique de la montée des émulsions programmant, je dirais, les conséquences d'un éventuel... Allez, ferme-la. C'est bon quoi, les mecs incapables de poser une question simple et concise, ça me saoule. Mais vous pourrez aller vérifier, c'est vraiment ce qu'il demande à Janco. Et je trouve ça inquiétant que des élus comme Jadot sont encore à se poser ce genre de questions. Je veux dire, c'est du niveau terre plate, n'importe quel citoyen qui a un peu bossé le sujet de l'écologie sait pertinemment que l'objectif des 2 degrés, c'est mort, c'est de la science-fiction, c'est fini. Mais nous, on a des élus, donc des gars censés faire partie des meilleurs, qui en sont toujours à se poser ce genre de questions. Le mec n'est même plus en retard à ce niveau-là, il a carrément réussi à remonter le temps. Petite précision, avant de commencer, Jean Covici va évoquer le GNL, c'est-à-dire le gaz naturel liquéfié, qui, avant la guerre en Ukraine, était importé, entre autres, de Russie. Mais ça, c'était avant. Et vous allez le voir, l'Union Européenne a fait une belle boulette concernant ce conflit d'un point de vue strictement écologique. Bref, je vous laisse avec l'extrait, c'est parti. Est-ce que la stratégie de Total est compatible avec les accords de Paris? Alors en fait, non, mais à peu près aucune grande entreprise n'a de stratégie compatible avec les accords de Paris pour une raison assez simple. Le changement climatique est causé notamment par une espèce chimique présente dans l'atmosphère dont l'accumulation, enfin dont la quantité augmente, qui est le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone étant un oxyde, le dit le dictionnaire, c'est une espèce chimiquement stable qui n'a pas de processus d'épuration tant qu'elle est dans l'air. Du fait de la très grande stabilité du CO2 dans l'atmosphère, une fois qu'on l'y a mis, il y a une notion de budget carbone, c'est-à-dire que l'élévation de température qu'on aura en 2100 dépend essentiellement de la quantité totale de CO2 qu'on met d'ici là dans l'atmosphère, peu importe qu'on le mette surtout en 2040, surtout en 2060, surtout en 2080 ou surtout en 2100, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et si on veut se limiter à 2 degrés, on est un peu plus lâche. On a droit à 1 millier de milliards de tonnes, mais enfin, ça fait quand même la moitié, entre la moitié et 40% de ce qu'on a mis sur le siècle écoulé. Du coup, l'arithmétique impose que si on veut tenir l'une des 2 limites, 1,5 ou 2, je vais commencer par 2, parce que comme ça, après, vous allez tout de suite comprendre, il faudrait que les émissions planétaires baissent de 5% par an à partir de demain matin. Alors je vais vous donner un plan qui permet de baisser les émissions planétaires de 5% par an. C'est l'année 1, je fais le Covid planétaire et je ne remets surtout pas l'économie dans son état préexistant en sortie. Je laisse l'économie dans l'état post-Covid. L'année 2, je supprime l'appareil industriel de l'Allemagne, du Japon et de l'Italie. Ça doit faire à peu près 5% des émissions planétaires. Puis il faut une idée pour l'année 3. Parce que, voilà. Donc je ne sais pas si vous visualisez le rythme auquel il faudrait baisser les émissions pour y arriver. Et en fait, compte tenu du fait que les énergies fossiles sont le moteur du système industriel moderne et du système économique moderne, baisser les émissions de CO2 de 5% par an, ça revient au premier ordre à contracter le système économique de n'importe quoi entre 4 et 5% par an. Ça veut dire que la limitation de 1,5 degré ou 2, c'est de la science-fiction, quoi. Alors 1,5 degré, c'est mort. Ouais. De toute façon, ça c'est mort. Et 2 degrés, sauf chute de comète, effondrement économique, etc., c'est parti pour être mort. Oui. Parce que je vous ai dit, moins 5% par an, c'est-à-dire contracter délibérément l'économie de 3 ou 4% par an, personne n'est candidat. Donc, est-ce que vous avez une grande entreprise cotée sur cette planète, et même pas cotée, qui a aujourd'hui un plan qui soit compatible avec cette orientation générale? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Donc de ce point de vue, Total n'est pas spécialement un cas isolé. C'est une entreprise qu'on assimile au diable parce que c'est elle qui sort le pétrole, mais en fait le pétrole irrigue la totalité de l'économie mondiale, et ni Carrefour, ni Michelin, ni Danone n'ont de stratégie qui est plus compatible. Je pourrais plus citer n'importe quel autre, ni Apple, ni Nvidia. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une entreprise cotée au monde qui ait une stratégie aujourd'hui qui soit compatible avec 5% de baisse annuelle des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, en gros, pas une. Alors GNL, c'est une conséquence indirecte de notre infidélité à l'ami Poutine, puisque avant la guerre en Ukraine, l'Europe dépendait pour environ 40% de ses approvisionnements du gaz russe. Une fois qu'on ne veut plus du gaz russe, comme c'était le principal approvisionnement gazier de l'Europe par pipeline,
eh bien, ou bien les gens se passent instantanément de 40% du gaz, ce qui n'est pas l'option pour le moment qui a été suivie, parce que le gaz reste quelque chose d'important pour l'industrie, reste quelque chose d'important pour la production électrique d'une bonne partie de nos voisins, etc. Bon. Et donc l'option B, c'est qu'il faut le trouver ailleurs. Et alors, il faut le trouver ailleurs. Les autres zones d'approvisionnement par pipeline pour l'Europe, c'est le Maghreb, mais le Maghreb est en déclin gazier, hein, l'Algérie est en déclin gazier. Les autres pays de la communauté de la CIS, là, mais ce n'est pas des fournisseurs de gaz à la hauteur de ce qu'est la Russie, bon, ils sont beaucoup plus petits. Donc il reste le gaz liquéfié, donc on se met à construire des terminaux de gazéification partout et on commence à demander à nos fournisseurs de développer des trains de liquéfaction partout. Là-dessus, les Américains se frottent les mains parce qu'ils ont du gaz pas cher et en plus, eux, exporter, ça les arrange parce que ça équilibre le prix de marché domestique américain avec le prix de marché à l'export. Donc les producteurs sont ravis qu'on exporte. Ils n'ont pas envie qu'on exporte tout le gaz américain, loin s'en faut, mais un peu, ils sont parfaitement d'accord. Il faut bien voir que les exportations américaines de GNL, au regard de la consommation domestique de gaz aux États-Unis, ça reste pas grand-chose. Mais c'est quelque chose qui est économiquement très intéressant pour eux parce que ça fait monter le prix domestique du gaz. Et alors, pour les Européens, ça crée effectivement un effet de lock-in. Ça, on a bien documenté ça au Shift Project. Parce que si vous voulez du GNL, il faut signer des contrats de long terme. Parce que les fournisseurs de GNL ne vont pas vous expliquer, vous allez leur dire, vous allez me construire un train de liquéfaction, puis l'année prochaine, je ne sais pas si je vous achète du gaz, je vous dis, vous êtes gentil, mais non. Donc en fait, les contrats, si on veut du GNL, ils sont sur 15 à 25 ans. Donc, effectivement, pour avoir du gaz l'hiver prochain, on se crée un lock-in fossile avec des contrats d'approvisionnement sur beaucoup plus longue période. Là, il fallait un peu se le dire avant de dire à Poutine, ton gaz, on n'en veut pas. Quoi. Moi, je n'ai pas d'intérêt non plus chez Poutine et je ne suis pas en train de dire que c'est un type très bien. Je suis juste en train de dire, si les Européens avaient bien compris ce qu'ils faisaient au moment où ils ont dit aux Russes, on ne veut plus du gaz russe, ils auraient compris que l'alternative, c'était fatalement le GNL venant des exportateurs de GNL, au premier chef desquels les États-Unis actuellement. Cela étant, une indication intéressante que vous pouvez voir en ce moment, économiquement intéressante, c'est la façon dont tous les opérateurs pétroliers en ce moment rendent le cash à leurs actionnaires. Ils rachètent des actions, ils font des dividendes monstrueux, etc. Racheter des actions, c'est rendre le cash aux actionnaires. Et en général, quand les entreprises font ça, c'est souvent le signe qu'il n'y a plus de projets très rentables dans lesquels investir. Voilà, c'est un signe avant-coureur. Enfin, ce n'est pas une démonstration. Moi, je ne suis pas allé regarder, je ne suis pas un insider chez Total. Voilà. En tout cas, c'est une hypothèse de travail que d'aller regarder ce qui se passe d'un peu près pour voir si on n'est pas en train... Alors ça, pour moi, ça serait d'autant moins improbable que quand on regarde la production de pétrole dans le monde, le pic à date est en novembre 2018. Donc on a passé le maximum historique de la production de pétrole dans le monde. Je parle bien de pétrole brut. Là-dedans, je ne mets pas les liquides de gaz, éthane, butane, propane, qui viennent de champs de gaz et pas de champs de pétrole, pour l'essentiel. Je ne mets pas les agrocarburants. Je mets juste ce qui sort comme pétrole. Hein. Eh bien, la quantité de pétrole, c'est les statistiques de l'EIA, l'Energy Information Agency américaine, est passée par un maximum en novembre 2018 et aujourd'hui on est environ 4 millions de barils de jour en dessous de ce volume-là. Sur le pétrole strictement conventionnel, donc si on exclut les sables bitumineux du Canada et le pétrole de roche-mer des États-Unis, c'était même 2008 le maximum. L'Agence internationale de l'énergie l'a publié dans un rapport de 2018. Donc, il y a un petit moment à le dire. Si c'est ça qui est en train de se passer, c'est-à-dire que si on est au début du déclin de la production de pétrole, qui, selon les travaux du Shift Project, doit de toute façon arriver dans la décennie qui se termine en 2030, très vraisemblablement, à ce moment, de fait, effectivement, il va y avoir de moins en moins de gisements à exploiter, de fait. Donc, il y aura de moins en moins de nouveaux investissements à faire. Donc, effectivement, le cash existant, on le rend aux actionnaires. Enfin, voilà. C'est pas... Tout ça n'est pas incohérent. C'est peut-être ça qui est en train de se passer. Deuxième remarque. Alors, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. La question de la pauvreté est un débat sans fin, parce que la pauvreté est une notion qui est par définition relative. Les pauvres, c'est ceux qui gagnent moins d'une fraction du revenu médian. Donc vous avez deux manières de résoudre le problème de la pauvreté. C'est ne plus que tout le monde gagne la même chose. Voilà. Mais tant que tant que les gens ne gagnent pas la même chose, tant que vous avez une courbe de distribution des revenus,
par construction, vous avez des pauvres, puisque à la droite de votre courbe de distribution, vous avez des gens qui gagnent moins qu'une fraction du revenu médian. Donc en fait, la seule façon de supprimer la pauvreté au sens mathématique du terme, c'est que vous ayez tout le monde qui gagne la même chose. Au sens mathématique du terme. Après, si supprimer la pauvreté, c'est de se dire, les gens qui aujourd'hui n'ont pas de maison, ils veulent une maison avec salle de bain, le temps qu'ils y arrivent, si ça se trouve, vous serez pauvre face aux gens qui auront tous un jet privé. Vous voyez, quand vous regardez aujourd'hui, il y a des gens en France qui se considèrent comme pauvres face aux classes moyennes, ils restent très riches face à ce qu'était un paysan du Moyen-Âge. Donc la pauvreté est toujours une notion relative, c'est ça que je suis en train de dire. Donc c'est pas pour faire de la provocation inutile, c'est juste pour dire qu'il y a un vrai sujet dans cette histoire qui est quel est l'exemple donné par les gens qui ont un mode de vie, entre guillemets, ordinaire. Et à mon avis, il n'y a pas tellement d'autres choses à faire que de travailler là-dessus. Parce que si on dit la première priorité... Du reste, les pays en développement ne sont pas fous. Je connais très bien Brice Lalonde, qui a fait toutes les COP depuis la première. Et il m'a dit, un jour, je me rappelle très bien, il m'a dit, les négociations climat, depuis le début, les pays riches viennent en pensant qu'on va parler climat, les pays pauvres viennent en pensant qu'on va parler développement, et c'est les deuxièmes qui gagnent. Bon. Donc en fait, c'est vraiment la question de quel est le modèle, j'ai envie de dire. Et là, ma conclusion, c'est tant qu'on fume 20 cigarettes par jour, c'est compliqué de dire à quelqu'un qui en fume que 2 que c'est pas bien de fumer. Donc le seul pari pascalien qui a une chance de passer pour moi, c'est que nous on fasse des efforts. Et de compter sur le fait que les hommes étant des animaux sociaux, ben, le mimétisme fera sa part. Je vois pas tellement d'autres paris. De toute façon, je vois pas d'autres paris gagnables. Et la deuxième chose que je voudrais rajouter, c'est, je vais revenir à mes hydrocarbures et à ma géologie. On a fait un travail au Shift Project pour regarder quelle était la production, je dis bien la production, à venir de pétrole des 16 premiers producteurs mondiaux hors Brésil et Canada, qui sont par ailleurs les 16 premiers fournisseurs de l'Europe, d'ici à 2050, sous seule contrainte géologique. On a fait ça en accédant à une base de données non publique, que tous les pétroliers ont par ailleurs, parce que c'est un truc qui est fait pour qu'ils voient chacun ce que fait leur petit copain, fourni par Reichstadt Energy, et on a demandé à 3 affreux Jojo, donc l'ancien patron de l'exploration de Total, l'ancien patron de l'évaluation des gisements de chez Total, et un ancien analyste pétrole et gaz de l'AIE, de nous dire, avec leur connaissance, sur la base de cette base de données, ce qu'ils nous faisaient comme pronostic sur la production future de ces 16 pays, qui encore une fois sont les 16 premiers producteurs mondiaux. Et la conclusion qu'ils nous livrent, c'est d'ici à 2050, leur production, sous seule contrainte géologique, est divisée par 2. Il se trouve que quand vous regardez des pays ou des zones dont la production est divisée par 2, leurs exportations, quand c'était des exportateurs, est divisée par beaucoup plus de 2. Si vous prenez le Mexique, entre son pic de production qui a eu lieu en 2004 et 15 ans plus tard, 2020, leurs exportations sont passées de 50% de la production à 0. Prenez l'Égypte, même motif, même punition, en 15 ans. Prenez l'Indonésie, même motif, même punition, en 15 ans. L'Afrique est aujourd'hui exportatrice nette de pétrole. Au train où vont les choses, dans 15 ans, ça sera fini. Donc, une production de ces pays-là, donc en gros pas loin d'une production mondiale, divisée par 2 d'ici à 2050, ça veut dire que les importations européennes sont divisées par n'importe quoi entre 2 et 50. Bon. Donc, de toute façon, nous, on est dos au mur. De toute façon, on est dos au mur. Donc, nous, c'est notre intérêt égoïste qui rejoint le pari pascalien que de décarboner aussi vite qu'on peut. C'est juste notre intérêt égoïste. Parce que de toute façon, si on ne fait pas ça, la montée du populisme à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est que le début de la plaisanterie. Hein. Vraiment. Donc, voilà, on peut craindre bien pire. Donc, je pense aujourd'hui qu'il n'y a pas tellement de plan B en ce qui nous concerne, ce qui a au moins le mérite de nous éviter les états d'âme. Voilà. Alors le nucléaire, dans cette histoire, est une partie intéressante de la solution et très loin d'être la totalité de la solution. C'est très loin d'être la totalité de la solution parce qu'aujourd'hui, le nucléaire, il ne nous aura pas échappé que ça fait que de l'électricité. Et donc, pour que ça soit une solution à des usages du pétrole, du gaz ou du charbon, ça veut dire qu'il faut électrifier ces usages ou les hydrogéner. Pour la sidérurgie, ça veut dire les hydrogéner, mais par exemple pour Arcelor, un gros haut fourneau à Dunkerque, pour le remplacer, il faut un réacteur nucléaire. Ils ont 5 hauts fourneaux. Bon, ils ne sont pas tous de la même taille, mais enfin quand même. Donc ça vous donne une petite idée, quoi. Pour faire l'hydrogène qui est nécessaire pour faire la réduction directe du minerai hors charbon.
Sur les voitures, ça veut dire qu'il faut électrifier les voitures. Aujourd'hui, avec la fraction des voitures électriques qu'on a, il n'y a pas de problème de réseau. Si vous aviez 40 millions de véhicules électriques en France avec 50 kWh de batterie, il y a des moments où on vous dirait la charge, c'est pas maintenant. Et le vrai nucléaire durable, de toute façon, c'est celui de la 4e génération. C'est celui qui est capable d'exploiter autre chose que l'uranium-235, parce que l'uranium-235, il n'y en a pas assez dans le monde pour que le nucléaire remplace de manière durable une fraction significative des centrales à charbon, puis on parle un peu d'ordre de grandeur. Et donc il faut passer le plus vite possible à la 4e génération. Donc le nucléaire est intéressant si on passe très vite à la 4e génération. Pour le moment, on nous a donné le signal inverse en France. Et si on est capable de déployer des réacteurs raisonnablement rapidement pour concourir à la production d'électricité décarbonée. Voilà. Mais ça n'évitera absolument pas un effort massif de sobriété, absolument pas, qu'on va devoir, et qui est la priorité des priorités pour moi aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui demande de travailler les esprits de façon beaucoup plus forte que de leur offrir une marge de manœuvre technologique. La marge de manœuvre technologique, elle ne demande pas un travail sur soi aussi important que le travail sur soi qui est lié aux codes sociaux, aux codes de réussite, etc. Enfin, je veux dire, changer le fait que la grosse bagnole est un symbole de réussite, c'est un travail qui va être plus difficile que de dire aux gens, l'électricité vous était amenée par une centrale A et maintenant elle va vous être amenée par une centrale B. Le travail est quand même moins dur, globalement. Premier truc, c'est plus compliqué. Voilà. Donc je pense que l'urgence des urgences aujourd'hui, elle est bien celle-là. Alors pour finir sur un petit volet sur la question de la décroissance, la France est massivement importatrice d'un certain nombre de biens manufacturés. C'est à la fois une chance et un malheur. C'est un malheur dans la situation économique actuelle, sauf qu'à chaque fois que vous remplacez un gros objet importé par un plus petit objet fait localement, là, vous avez la chance d'être dans la configuration dans laquelle vous pouvez gagner à la fois économiquement et carboniquement. Donc je vais le dire autrement, si on remplace les voitures à essence importée par des vélos électriques fabriqués de A jusqu'à Z en France, acier, batterie, etc., qui coûteront plus cher que les vélos importés, mais moins cher que les voitures quand même, et bien là, vous êtes dans un contexte dans lequel vous avez à la fois du PIB et de la décarbonation. Et si vous me permettez, sur le GNL, on est d'accord que ça ne peut pas être considéré comme une énergie bas carbone, y compris venant des États-Unis comme une énergie de transition, parce que c'est un des éléments qu'on nous renvoie. Alors je vais être un tout petit peu taquin. Les premiers à avoir, avec vous, à avoir évoqué le gaz comme énergie de transition, si ma mémoire est bonne, c'était les antinucléaires qui disaient on va faire de l'éolien et du gaz et le gaz sera une énergie de transition. Il me semble que bon. Voilà, une fois que la taquinerie est refermée... On n'a jamais dit que c'était bas carbone. Une fois que non, ok. Si, bien sûr, ça ne me dérange pas. Là, j'ai répondu sur le mot transition. C'est absolument pas bas carbone, du reste c'est pour ça que cette option, moi, m'a toujours un peu turlupiné. Et en ce qui concerne le GNL, américain, c'est particulièrement pas bas carbone, parce que vous avez des émissions fugitives aux États-Unis associées à l'extraction et au transport du gaz. Il y a l'Energy Institute, l'ancien BP Statistical Review, qui a publié des statistiques qui m'ont moi-même éberlué. Les émissions fugitives et de process liés au gaz représenteraient 4 milliards de tonnes équivalent CO2 par an dans le monde, ce qui est absolument considérable. Et le gaz, par unité d'énergie, si on lui impute ces émissions-là, globalement, il se met au-dessus du pétrole. Enfin, si ces chiffres sont exacts. Donc, bon. Alors, les émissions fugitives, c'est les fuites à l'extraction, les fuites au transport et à la distribution. Et par ailleurs, vous avez les émissions de liquéfaction, qui sont des émissions significatives, parce qu'il faut de l'énergie pour liquéfier. Pour abaisser très fortement la température, il faut de l'énergie. Et enfin, vous avez également de l'énergie au moment de la regazéification. Voilà. Et qu'il y ait des fuites dans les réseaux de gaz, ça se manifeste malheureusement par le fait que de temps en temps, vous avez un immeuble à Paris qui fait boum. Et heureusement, tous les réseaux de gaz qui fuient ne font pas boum, mais ça fait quand même des fuites de méthane. Donc oui, le gaz occasionne des fuites. Et il y avait une publication de Carbone 4, du reste, qu'on avait faite en disant... Le titre était, si ma mémoire est bonne, GNL, tous les crus ne se valent pas, ou un truc dans ce genre-là, et où on avait essayé de quantifier les émissions fugitives par nature, par provenance. Voilà. Et le shale gas, de ce point de vue, comme on multiplie les points d'extraction
un peu partout, on peut légitimement penser que c'est un mode d'extraction du gaz qui est un peu plus fuyard que les autres modes, parce qu'il y a énormément de puits. Merci infiniment.